presque tout ce qu'on vous a appris sur la Lune est soit incomplet, soit faux. Et une simple photographie prise depuis le hublot d'un vaisseau spatial nommé Integrity a rendu cela impossible à ignorer. Pendant 53 ans, nous avons cru comprendre notre plus proche voisin. Nous avions en notre possession les échantillons d'Apollo, des fragments de roches scellés dans l'azote depuis l'administration Nixon. Nous avions les cartes, le altimétrie laser, les relevés gravimétriques, la façade en caisse que nous avons tous contemplée depuis l'enfance. Le consensus était clair. La Lune est une roche inerte, une histoire terminée, une pièce de musée dans le ciel. Ce consensus est en train de se briser. Et les photographies rapportées par Artemis II, la première mission rudimentaire autour de la Lune depuis Apollo 17, ont largement ouvert la brèche. Voici l'histoire de ce que ces 4 astronautes ont réellement vu. Pourquoi cela importe bien plus que ce que la presse a laissé entendre. Et pourquoi presque tout ce que vous pensiez savoir sur la Lune pourrait devoir être revu. Commençons par ce qu'Artemis II était censé être sur le papier. Un vol d'essai. 4 astronautes, Reed Weissman en tant que commandant, Victor Glover en tant que pilote, Christina Cook et l'astronaute de l'agence spatiale canadienne Jeremy Hansen en tant que spécialiste de mission, étaient sanglés dans la capsule Orion qu'ils avaient surnommée Integrity. Leur mission était simple. Lancement à bord d'une fusée Space Launch System depuis le Centre spatial Kennedy, le 1er avril. Effectuer un vol de retour libre autour de la face cachée de la Lune. Ne pas orbiter. N'atterrissez pas. Tester le système de survie, le bouclier thermique, les communications et le profil de rentrée atmosphérique. Rentrer à la maison 10 jours plus tard. Mais l'équipage transportait quelque chose qu'Apollo n'a jamais transporté. Les appareils photo modernes sont équipés de capteurs à grande gamme dynamique, capables de capturer des détails dans les zones d'ombre profondes que les films de 1972 ne pouvaient tout simplement pas résoudre. Boîtier portable avec objectif de 400 mm. Et lorsque Integrity est passé derrière la Lune le 6 avril, l'équipage a fait ce que n'importe quel être humain aurait fait avec une telle vue par leur hublot. Ils ont pointé les caméras et ont filmé pendant 7 heures, en travaillant par roulement. Ils ont pris environ 10 000 photographies. L'approche la plus rapprochée a eu lieu à moins de 4 670 miles de la surface lunaire. Et à une distance maximale, ils ont atteint 252 756 miles de la Terre, battant le record d'Apollo 13 pour le voyage le plus long jamais effectué par des humains loin de leur planète. Lors de ce survol, Integrity a traversé l'ombre de la Terre, et l'équipage a pu observer une éclipse solaire totale depuis l'espace lointain, d'une durée de près de 54 minutes, un phénomène jamais vu auparavant par un être humain. Ils ont également capté les faibles lueurs de 6 impacts de météorites frappant la surface lunaire, visibles uniquement parce qu'ils regardèrent le côté obscur, sans reflet du soleil. Tout cela aurait été historique en soi. Rien de tout cela ne justifie l'importance scientifique de cette mission. La raison se trouve de l'autre côté. Si vous aviez flotté au rythme de l'intégrité à ce moment précis, en regardant la Lune défiler sous vos yeux, vous auriez vu quelque chose que presque personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais vu de ses propres yeux. Toute la face cachée, éclairée par un angle solaire qu'aucun télescope terrestre ne pourra jamais capturer, défilant devant votre fenêtre. Fortement cratérisée, accidentée, ancienne, complètement différente du visage que vous avez connu en grandissant. Pendant les 40 minutes du survol, Integrity se trouvait derrière la Lune, sans communication directe avec la Terre. Coupure radio totale, les 4 êtres humains les plus isolés de l'histoire. Personne sur Terre ne pouvait les entendre, les conseiller ou les aider. Le commandant Reed Weissman a décrit plus tard cette expérience comme une véritable épreuve pour l'esprit. « Je ne suis pas assis à l'intérieur d'une capsule », a-t-il précisé, « mais transporté, complètement coupé du monde, regardant la Terre comme un petit croissant bleu disparaissant derrière l'horizon lunaire. » Ce moment précis, cette photographie que l'équipage a baptisée Earth-7, est déjà l'une des images les plus importantes de l'histoire des vols spatiaux habités. Apollo 8 nous a offert Earthrise en 1968, l'emblématique bille bleue se détachant sur un premier plan gris.
Artemis II nous a offert le contraire. La maison disparaît de la vue, se rétrécissant au loin. Et lorsque la Terre a disparu, il ne restait que la face de la Lune, que personne sur notre planète ne peut jamais voir directement. C'est cette différence qui constitue le véritable mystère. Du côté visible depuis la Terre, le côté proche, s'étendent d'immenses plaines sombres appelées mers. Terrain lisse, plat et relativement jeune, où du basalte en fusion a suinté des profondeurs et rempli des bassins d'impact gigantesques il y a des milliards d'années. Les taches sombres qui formaient le visage que nous appelons depuis des siècles l'homme dans la Lune. Elles couvrent environ 30 et 1% de la face visible. De l'autre côté, ils couvrent environ 2%, presque rien. Au contraire, la face cachée est un chaos de cratères qui se chevauchent, de terrains plus anciens, d'une croûte plus épaisse et de bassins qui n'ont jamais été remodelés par le volcanisme, comme l'a été la face visible. Personne ne sait pourquoi. C'est ce qu'on appelle la dichotomie lunaire, et c'est l'un des plus anciens problèmes non résolus en planétologie. Deux hémisphères d'un même corps, formés simultanément à partir du même matériau, ont fini par ressembler à des mondes complètement différents. La croûte du côté opposé est en moyenne environ 20 km plus épaisse que celle du côté proche. La chimie est différente. L'histoire volcanique est différente. Et toutes les théories que nous avons pour expliquer ce phénomène sont, au mieux, incomplètes. Les scientifiques proposent des hypothèses sur ce problème depuis 60 ans. La première idée sérieuse concernait simplement l'épaisseur de la croûte. La croûte plus mince du côté le plus proche signifiait que le magma pouvait plus facilement percer et inonder la surface. Ça a fonctionné pendant un certain temps. Puis, la cartographie précise du bassin d'Aitken au pôle sud, de l'autre côté, a mis à mal la théorie. Ce bassin possède la croûte la plus fine de toute la Lune. Selon la théorie de la croûte terrestre, elle devrait être ensevelie sous la lave. Non. Seuls quelques pourcents de son sol sont recouverts de basalte. La théorie suivante impliquait une famille d'éléments appelés fluages. Potassium, terres rares et phosphore. Sur Terre, ces éléments sont répartis un peu partout. Sur la Lune, elles sont fortement concentrées sur la face visible, notamment dans une région appelée terrain de fluage proellarum. Les éléments de fluage sont également radioactifs. Les éléments radioactifs se désintègrent et produisent de la chaleur. Plus de chaleur, plus de fusion, plus de volcanisme. Les cartes géochimiques de la mission de prospection lunaire ont confirmé le déséquilibre entre les phases proches et lointaines. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi ce type était là au départ. Puis est apparue l'hypothèse de l'impact. Peut-être qu'une seconde lune, plus petite, s'est formée en même temps que la nôtre, a percuté la face cachée et a accumulé de la croûte supplémentaire. Peut-être qu'une collision géante du côté le plus proche a creusé un méga-bassin et repoussé les matériaux de fluage sur le côté. Des simulations informatiques réalisées par l'Université Brown, l'Université de Munster et l'Université des sciences et technologies de Macao ont montré qu'un impact à faible vitesse avec un objet d'environ 780 km peut reproduire la dichotomie custale que nous observons réellement. Les modèles fonctionnent. Ce qui nous manque, c'est la preuve irréfutable. Puis, en 2024 et 2025, la Chine a réalisé quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Roches physiques provenant de l'autre côté. Changé 6 a atterri en juin 2024 dans le bassin Aitken du pôle sud, a collecté près de 2 kg de matière lunaire et l'a ramené sur Terre. Il s'agissait de la première mission de retour d'échantillons depuis la face cachée de la Terre de l'histoire. Les chercheurs chinois ont immédiatement entrepris des analyses isotopiques sur ces échantillons, en les comparant aux roches d'Apollo. Et les résultats ont été véritablement surprenants. Les signatures isotopiques du potassium de l'autre côté étaient différentes. Le soufre était différent. Le fer était différent. Les chiffres suggèrent que l'impact à l'origine du bassin d'Aitken au pôle sud a été plus énergétique que nous le pensions. Qu'il a modifié le manteau sous la face cachée d'une manière qui ne s'est pas produite sur la face visible, et que la dichotomie lunaire est probablement une conséquence directe de cet unique événement ancien. Les images d'Artemis II sont actuellement intégrées à cette analyse.
Non pas parce qu'une seule photographie a résolu le problème, mais parce que, pour la première fois en plus de 50 ans, nous disposons d'observations humaines directes de ce terrain, recoupées avec des données orbitales modernes, provenant de missions telles que la sonde Lunar Reconnaissance Orbitée de la NASA, la sonde Selene du Japon, les sondes Chandrayaan de l'Inde et le programme Cheng de la Chine. 10 000 images capturées sous des angles, à des moments et dans des conditions d'éclairage qu'aucune mission robotique n'avait jamais produites auparavant. L'une des premières photos publiées montre le cratère Vavilov situé sur le rebord du bassin Herzrung, plus ancien et plus vaste, de l'autre côté. Elle a été prise avec un appareil photo portatif à 400 mm. Les longues ombres le long du terminateur, la limite entre le jour lunaire et la nuit lunaire, accentuent les parois du cratère et les motifs d'éjection d'une manière que les images orbitales prises directement au-dessus ne peuvent pas. Les géologues qui étudient cette région depuis des décennies grâce aux données des satellites peuvent désormais observer le même terrain avec une gamme dynamique accessible à l'œil nu grâce à une géométrie des ombres qui révèle la profondeur, la structure et la stratification. C'est là que l'histoire prend un tournant. Depuis 15 ans, les preuves s'accumulent que la Lune est plus humide, plus active et plus étrange que quiconque ne l'aurait imaginé. Chandrayaan-1, la première mission lunaire indienne, a détecté des signatures d'hydroxyle à la surface en 2009. L'impacteur LC-ROSS, l'expérience de cratérisation délibérée de la NASA la même année, a confirmé la présence de glace d'eau dans le cratère Cabius, près du pôle sud. En 2020, l'observatoire SOFIA a découvert de l'eau moléculaire dans des régions ensoleillées, ce qui a remis en question tout ce que nous pensions savoir sur la façon dont le haut survit sans ombre. Des chercheurs chinois ont récemment identifié de minuscules billes de verre dispersées à la surface lunaire. Chacune d'elles agissant comme une éponge pour les particules d'hydrogène, retenant collectivement ce qui pourrait représenter des centaines de milliards de tonnes d'eau sur la Lune. L'image qui se dessine lentement, à contre-courant de décennies d'orthodoxie, est celle d'une Lune qui n'est pas un rocher inerte. C'est un corps planétaire qui entretient une relation complexe et continue avec l'eau. De la glace prise dans une ombre permanente, de l'hydrogène qui tombe du vent solaire, des billes de verre piégeant des molécules comme des réservoirs microscopiques, un système que personne n'avait prédit en 1972. Et pourtant, l'ensemble des connaissances scientifiques censées avoir cimenté notre compréhension a été construit presque entièrement à partir de 6 sites d'atterrissage Apollo, tous situés du côté visible, tous à l'intérieur d'une bande équatoriale étroite. Imaginez atterrir un vaisseau spatial dans le désert du Sahara, en supposant que la Terre entière soit faite de sable. C'est concrètement ce que nous avons fait avec Apollo. Les images d'Artemis 2 sont importantes car elles constituent les premières données visuelles de la face cachée de la Terre, capturées par l'homme depuis cette époque. Et c'est de l'autre côté que notre modèle montre ses plus grandes faiblesses. Croûte plus épaisse, cratérisation importante, absence des inondations volcaniques qui ont façonné la face visible, contenant peut-être des matériaux anciens qui n'ont jamais été remis en surface. Les scientifiques analysent déjà les images transmises depuis le sol pour y déceler des caractéristiques géologiques que les données orbitales ont mises en évidence, mais jamais complètement résolues. Il existe une seconde couche à cette intégrité, qui recouvre des terrains comprenant certaines des surfaces les plus anciennes du système solaire interne. Le bassin semblable au pôle sud, par exemple, se situe en partie du côté opposé et constitue la plus grande structure d'impact confirmée du système solaire, mesurant 2500 km de diamètre et 8 km de profondeur. Une blessure qui s'est formée il y a environ 4 milliards d'années, lorsqu'un objet a percuté la Lune et a presque entièrement traversé sa croûte. L'équipage d'Artemis 2 ne s'est pas posé sur place, n'a pas prélevé d'échantillons, mais il a survolé le terrain adjacent et l'a photographié dans des conditions qui permettront d'affiner nos cartes de cette région, car la prochaine mission qui s'y rendra sera humaine. Il y a autre chose sur laquelle il faut s'attarder, car cela a failli ne pas se produire. Le 10 avril, lorsque Integrity a pénétré dans l'atmosphère terrestre à près de 40 000 km/h, la capsule transportait un bouclier thermique fabriqué dans un matériau appelé AFCO, de la même famille de matériaux que celui utilisé pour Apollo. Après Artemis 1,
le vol d'essai sans équipage de 2022, les ingénieurs ont constaté qu'AFCO avait eu un comportement inattendu. Des fragments s'étaient détachés lors de la rentrée atmosphérique, s'érodant selon un schéma que les modèles n'avaient pas prévu. La NASA a passé 2 ans à mener des enquêtes, à effectuer des tests ArcJet et à débattre de l'opportunité de faire voler Artemis 2 avec le même bouclier thermique ou de reporter la mission pour une refonte. Ils ont décidé de le faire voler avec un profil de rentrée atmosphérique modifié, plus raide et plus court, afin de limiter le temps de chauffe. La capsule est arrivée brûlante, du plasma se formant autour de la coque, l'équipage subissant une décélération de près de 4 degrés. Pendant 6 minutes, au plus fort de la montée en température, Integrity a subi une panne de communication. Puis les canons à dérive sont déployés, puis les moteurs principaux, puis l'amérissage a lieu dans le Pacifique, au large de San Diego, à 17h07. Le 10 avril 2026, heure du Pacifique, le bouclier thermique a parfaitement rempli sa fonction, malgré son défaut connu. C'est important, car chaque photographie, chaque donnée, chaque observation du survol n'a pu être ramenée à destination que grâce à la résistance de ce bouclier thermique. Artemis 3 utilisera une formulation AFCO modifiée, mais le retour réussi d'Integrity a ouvert la voie à la présence lunaire durable qui a suivi. La mission Artemis 3 est prévue pour 2027. Elle ne touchera pas la surface lunaire. Il s'agit d'un test d'opération intégré avec des atterrisseurs de construction commerciale en orbite terrestre basse. Démonstration avec le Starship de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin. Artemis 4, actuellement prévue pour 2028, est la mission qui est censée renvoyer des hommes sur le sol lunaire. Et leur lieu d'atterrissage prévu se situe près du pôle Sud. Le pôle Sud n'est pas un choix esthétique. C'est la région où des cratères constamment plongés dans l'ombre renferment de la glace d'eau, ce qui est confirmé. C'est à cet endroit que la croûte plus épaisse de la face cachée fait la transition avec celle de la face visible. C'est là que la géologie est la plus étrange, que les substances volatiles sont les plus concentrées et que le potentiel de présence humaine à long terme est le plus élevé. Chaque donnée rapportée par Artemis 2, chaque photographie de ces crêtes, terrasses et bords de cratères alimente directement la conception des missions à venir. Et les États-Unis ne sont pas le seul pays à avoir des projets là-bas. Le programme spatial chinois Luna, encore rudimentaire, vise 2030 pour son premier alunissage. Le programme chinois d'exploration lunaire a déjà démontré des capacités qui, dans certains domaines, surpassent celles des engins spatiaux utilisés par la NASA. Chang 4 a été la première mission à se poser en douceur, sur la face cachée de la Lune, en 2019. Chang 5 a rapporté des échantillons de la face visible en 2020. Chang 6 a rapporté les tout premiers échantillons de la face cachée en 2024. La Station internationale de recherche lunaire, un projet conjoint sino-russe, devrait être construite au pôle sud lunaire au début des années 2030, dans la même région que celle ciblée par la NASA pour Artemis 4. Cela signifie que la prochaine décennie ressemblera davantage aux années 1960 qu'à toute autre décennie depuis. 2 superpuissances en lice pour établir une présence physique sur la Lune. Tous deux visent le même secteur immobilier. Tous deux conscients que le premier pays à construire des infrastructures au pôle sud pourra dicter les règles à tous ceux qui viendront chercher de l'eau. La glace, une fois accessible, peut être décomposée en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène est un carburant pour fusée. L'oxygène est de l'air respirable. Celui qui contrôle l'eau lunaire contrôle l'économie de l'espace lointain. Les photographies d'Artemis 2 sont de la reconnaissance au sens le plus littéral du terme. Carte du champ de bataille, avant le début de la bataille. Alors, qu'est-ce qui a réellement changé? Avant Artemis 2, notre compréhension de la face cachée de la Terre reposait uniquement sur les données robotiques. Précis, calibrés, scientifiquement précieux, mais plats. Instruments orbitaux vus d'en haut. Ils ne voient pas ils ne voient pas comme l'œil humain avec les ombres, la profondeur et le contexte. Ils ne détectent pas les flashs des météoroïdes en temps réel. Ils ne photographient pas une éclipse solaire totale depuis le seul point de vue existant où la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés pendant près d'1 heure de totalité. Après Artemis 2,
Nous disposons de 10 000 images prises par 4 personnes. Les premières à observer la face cachée de la Terre dans son intégralité depuis 1972. Ces images, une fois entièrement traitées, sont comparées à l'ensemble des données orbitales dont nous disposons. Des divergences apparaissent. Des éléments qui paraissent d'une certaine façon, vus du dessus, ont une apparence différente lorsqu'ils sont éclairés par le soleil bas. Les jeux d'ombre révèlent les pentes et les profondeurs du terrain, que l'altimétrie orbitale avait sous-estimées. Les variations de couleurs observées sur d'anciennes coulées de lave, visibles à l'œil nu, et que les machines peinent à reproduire, sont cataloguées pour la première fois. 2 petits cratères, situés près du rebord du bassin oriental, ont été nommés au cours de cette mission. L'une d'elles s'appelle désormais Integrity, d'après le nom de la capsule. L'autre s'appelle Carol, en hommage à la défunte épouse du commandant Reed Wiseman. Ces noms resteront inscrits sur les cartes lunaires pour le restant de l'histoire de l'humanité. Un petit détail, certes, mais qui révèle quelque chose qu'Apollo n'a jamais eu. Continuité. Le sentiment que le retour sur la Lune est désormais une affaire personnelle et non plus seulement politique. L'épouse de Wiseman, Carol, est décédée en 2020. 5 ans plus tard, son mari a porté son nom sur la face cachée de la Lune et l'a inscrit sur un cratère qui survivra à tous les pays actuellement sur Terre. Bien après la création de la NASA, bien après la création des États-Unis, bien après que l'anglais soit une langue parlée, ce cratère s'appellera toujours Carol, un hommage d'un veuf inscrit sur une planète. L'équipage d'Artemis 2 a également pris l'une des photographies les plus extraordinaires de toutes les archives de la mission sur le chemin du retour. Depuis l'espace lointain, avec la Lune derrière eux et la Terre devant eux, ils ont immortalisé la Voie lactée. La structure spirale complète de notre galaxie, dominée par 2 bras s'enroulant autour des extrémités d'une barre centrale d'étoiles, est visible sur une seule image. Depuis l'intérieur du système solaire, on ne peut normalement pas observer la galaxie de cette façon. Trop d'éblouissement, trop d'atmosphère, trop de pollution lumineuse. Mais au-delà de la Lune, sans rien entre la caméra et le vide, notre galaxie natale est devenue visible telle qu'elle est réellement. Un disque plat composé de 200 milliards d'étoiles, vu par la tranche, la Terre se situant approximativement à mi-chemin le long d'un de ses bras spiraux. Pendant quelques minutes, 4 personnes ont regardé par la fenêtre et ont vu où nous habitons. Pas le quartier, l'adresse entière. C'est peut-être là le changement plus profond que représente Artemis 2. Apollo visait à prouver que nous pouvions y parvenir. La guerre froide, la course à l'espace, le drapeau planté comme un message au monde. Une fois cela fait, nous avons cessé d'y aller. Pendant plus de 50 ans, la Lune était un endroit que nous avions visité. Le passé, un accomplissement, une case cochée. Artemis est différente. L'objectif affiché n'est pas de visiter, mais de rester. Une base lunaire près du pôle sud, une présence humaine permanente, une base de lancement pour les missions vers Mars. Ces 10 000 photographies ne sont pas des trophées. Ce sont des unités de reconnaissance, ce qui signifie que la question à laquelle les photos répondent réellement n'est pas « Qu'avons-nous vu ? Où installerons-nous le premier avant-poste humain au-delà de la Terre ? Et comment y survivrons-nous » Si vous vous trouviez au bord d'un cratère, plongé dans l'ombre permanente au pôle sud lunaire, vêtu d'une combinaison conçue pour résister à des températures qui gèlent l'azote de l'air, tu plongerais ton regard dans une obscurité plus profonde que n'importe quelle nuit sur Terre. Le soleil serait bas à l'horizon, le frôlant à peine. Ton ombre s'étendrait sur des kilomètres. Et quelque part dans cette obscurité sous vos pieds, se trouverait de la glace d'eau qui n'a pas bougé depuis, avant même l'apparition de la vie sur Terre. Les températures dans ces zones d'ombre avoisinent les moins 240 degrés Celsius, soit plus froides que la surface de Pluton, et plus froides que presque partout ailleurs dans le système solaire interne. La glace y est conservée dans un état si stable qu'elle pourrait contenir des signatures chimiques du système solaire primitif, figées en place depuis 4 milliards d'années. Fragments de comètes, composés carbonés météoriques, substances volatiles présentes depuis la formation des planètes. Si nous parvenons à l'atteindre, à l'étudier et, finalement, à l'extraire, nous ne nous contentons pas de résoudre un problème de ressources.
Nous sommes en train de lire des archives scellées couvrant les 100 premiers millions d'années du système solaire. Le pôle sud de la Lune est une capsule temporelle, et chaque image d'Artémis II nous aide à comprendre comment l'ouvrir sans détruire son contenu. C'est là que se rendront les prochains humains. Et les images d'Artémis II nous aident à déterminer l'endroit le plus sûr pour les envoyer. Voilà pourquoi la photographie est importante. Non pas parce qu'une seule image contient une bombe scientifique. Non pas parce qu'une seule image résout la dichotomie lunaire ou explique la croûte de la face cachée, mais parce que l'ensemble des images de la face cachée, capturées par l'œil humain pour la première fois en 2 générations, vient d'être enrichi de milliers d'images haute résolution. Chacun d'eux est un point de données. Chacun d'eux alimente le modèle. Et le modèle qui en découlera sera très différent de celui que nous enseignons dans les manuels scolaires depuis 50 ans. La Lune que nous pensions connaître n'était qu'une fiction commode. Un rocher gris, marqué par les cicatrices et silencieux. Utile surtout comme symbole de ce que les humains pouvaient accomplir lorsqu'ils décidaient d'essayer. Cette fiction est en train de mourir. Ce qui le remplace est plus étrange, plus humide, plus complexe géologiquement et plus précieux scientifiquement que quiconque ayant assisté au dernier décollage d'Apollo en décembre 1972 aurait pu le prédire. Tout a commencé très concrètement avec 4 personnes dans une capsule appelée Integrity, regardant par une fenêtre et prenant 10 000 photographies d'un endroit que personne n'avait vu de ses propres yeux depuis un demi-siècle. La Lune n'est jamais morte. Nous avons tout simplement arrêté de chercher. Et maintenant, enfin, nous avons recommencé. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.